Bonjour, nous recevons Moubarak Lo, qui est directeur du bureau de prospective économique au Sénégal, également conseiller du président Macky Sall. Ma première question, Monsieur Lo, c'est finalement de savoir comment le Sénégal a traversé la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus. On dit que vous êtes en Afrique de l'Ouest le 3e pays le plus touché. Bon, vous savez, nous faisons un suivi régulier. Mon bureau fait tous les jours un bulletin sur le Sénégal. Et toutes les semaines, nous faisons un bulletin mondial parce qu'on a conçu un indice de sévérité de la COVID-19. Le Sénégal a, disons, évolué depuis le mois d'avril en dents de scie. La situation, il a commencé par être, disons, le meilleur pays africain en termes de gestion de la maladie. Parce qu'en début avril, on avait, disons, des taux de guérison très élevés avec des infections maîtrisées et des décès très faibles. Ensuite, le mois d'avril a été un mois très difficile parce que les infections se sont multipliées, les guérisons n'ont pas suivi. Et donc, notre indice de sévérité a beaucoup pâti de ça, mais depuis le mois de mai, il y a une reprise qui fait qu'aujourd'hui, si on compare la situation par rapport à début avril, on a presque retrouvé les performances qu'on avait en début avril. Donc, c'est vrai que les infections continuent, mais les guérisons sont très fortes. Aujourd'hui, 2/3 des malades guérissent de la Covid. C'est un peu compliqué de comparer l'Afrique et l'Europe. Au début, on a dit ça va être dramatique pour l'Afrique. Finalement, ce n'est pas le cas pour l'instant. Les chiffres sont beaucoup moins élevés qu'en Europe. Mais sont-ils vraiment fiables? J'ai lu 5000 contaminations au Sénégal. Bon, vous avez une population jeune, il y a la chaleur, mais en même temps, vous avez des structures hospitalières qui sont peut-être moins importantes que les nôtres. C'est difficile de comparer les effets du virus en Europe et en Afrique. Oui, c'est clair que ce n'est pas facile de comparer parce que, disons, le système n'est pas le même. Le système d'immunisation, par exemple. Aujourd'hui, vous avez une exposition à la malaria et des recherches ont montré des corrélations, des possibles corrélations entre l'exposition à la malaria et la résilience face à la maladie Covid. Et le fait aussi d'avoir été vacciné avec BCG, contre la tuberculose, ça peut favoriser aussi une résilience. Et vous consommez beaucoup de chloroquine, pardon? Oui, parce que tout le monde en consomme ou en a consommé ou des dérivés de chloroquine ou des médicaments similaires à la chloroquine. Parce que, je veux dire, tout ça, ça favorise l'immunisation. Vous avez également la jeunesse de la population parce que les jeunes sont moins touchés et les cas graves aussi sont moins importants chez les jeunes. Ce que vous avez dit sur les statistiques, c'est vrai. C'est vrai que les cas qui sont publiés, c'est un peu vrai partout dans le monde d'ailleurs, sont sans doute sous-estimés parce qu'il y a beaucoup de cas qui passent sous les mailles des filets officiels. Mais disons qu'en termes de cas graves, si les différences étaient très élevées, on l'aurait senti dans les structures sanitaires. Est-ce que ce qui s'était passé... on n'a pas senti. Pardon de vous couper. Est-ce que ce qui s'était passé pour Ebola, mais qui était néanmoins plus circonscrit, vous a aidé? C'est clair que Ebola a été, disons, une expérience qui a servi. Parce que le même protocole qui a été suivi pour Ebola, c'est valable pour la Guinée et pour d'autres pays africains qui ont vécu des pandémies de cette nature. Ça les a préparés en quelque sorte. Parce qu'il faut, ici, nous avons appliqué des protocoles très stricts. Ça fait partie d'ailleurs des forces du système sanitaire sénégalais. C'est le respect des normes. On a un personnel médical très bien formé. Les structures sanitaires ne suivent pas, mais le personnel lui-même est bien formé, les normes sont là. Mais le personnel est insuffisant, les structures sont insuffisantes. Mais les normes sont des normes de haute qualité. Et donc, le fait d'avoir géré Ebola a permis de suivre les mêmes protocoles d'isolement des malades, de confinement, et tout ça a servi aujourd'hui. Est-ce que les conséquences économiques sont aussi désastreuses qu'en Europe? Votre notation, je crois, a été dégradée par l'agence Moody's. Quelles vont être les conséquences pour vous?
Bon, disons que Moody's nous a fait un avertissement et nous a mis sous observation en quelque sorte. Disons que d'ici 2, 3 mois, Moody's va confirmer sa notation, mais Moody's n'a pas encore changé la notation parce que le Sénégal, effectivement, a beaucoup souffert de la crise parce que les pays africains, c'est des pays où l'informel occupe plus de 90% des emplois. Donc, quand vous confinez les populations, vous ne pouvez pas appliquer des protocoles comme en France où vous donnez des autorisations, les entreprises fonctionnent. Ici, quand vous confinez un commerçant, il n'a plus d'activité, un vendeur à la sauvette, un artisan, et donc ce sont ces personnes-là qui ont le plus souffert. Le secteur formel a souffert quelque peu, mais beaucoup moins que le secteur informel. Et Changeons donc, de, Changeons de sujet, monsieur le Boubarak-Lo, si vous voulez bien. L'assassinat de George Floyd a créé un débat sur le racisme dans toute la planète, sur le racisme et sur les violences policières qui varient d'un pays à l'autre. Est-ce qu'il y a chez vous une volonté de déboulonner les statues comme symbole du colonialisme? Je crois qu'il y a à Saint-Louis, il y a une statue du gouverneur Faidherbe qui est en question. oui, disons qu'il y a 3 écoles actuellement en débat. La première école dit qu'il faut déboulonner, et voilà, comme ça se fait dans certains pays. La deuxième école dit qu'il faut enlever, mais mettre dans des musées. C'est une voie médiane. Ils disent qu'on ne peut pas faire table rase disons, de la colonisation et de l'histoire, mais le fait de mettre au milieu de Saint-Louis, disons que Saint-Louis reconnaissant ou le Sénégal reconnaissant à son gouverneur, c'est vrai, ça peut choquer certains. Et donc ces écoles, que j'appellerais des écoles historiques, ils suggèrent de déplacer les musées les statues dans des musées. Maintenant, il y a une troisième école qui dit qu'il ne faut rien faire, on peut maintenant ajouter d'autres statues pour célébrer des figures nationales qui viendraient enrichir un peu ces Et il statuts. faut que tout ça Donc, il y a cette coexiste. école. Alors, autre question à propos de la France, le rôle de la France et de ces grandes entreprises comme Bolloré. Il y a des critiques qui montent. Est-ce que Paris doit redéfinir son rôle, notamment en Afrique de l'Ouest? Est-ce qu'à terme, la fin du CFA vous paraît inéluctable? Du franc CFA? Bon, le franc CFA, ça va. Le franc CFA va forcément prendre fin parce qu'il y a aujourd'hui un projet au niveau de l'Afrique de l'Ouest avec la CEDEAO pour créer une nouvelle monnaie qui s'appelle l'ECO, donc qui va regrouper 15 pays, dont le Nigeria, le Ghana, le Cap-Vert, qui ne sont pas dans la zone CFA. Donc, on ne peut pas garder CFA en fusionnant avec le Nigeria. Mais il y aura forcément une phase de transition. On y est aujourd'hui. La France vient de redéfinir son partenariat avec les pays CFA en enlevant, disons, son représentant dans le comité monétaire, mais également en enlevant, disons, le dépôt des réserves, de 50% des réserves à la Banque de France. Aujourd'hui, la BCEAO, la Banque centrale africaine, est libre de placer ses réserves où elle veut. Maintenant, dans cette période transitoire qui peut durer plus que prévu, d'ailleurs, moi j'anticipe que ça dure au moins 5 à 8 ans, le CFA va continuer d'exister parce que ça ne sert à rien de créer une autre monnaie si vous devez aller à l'éco. Dans cette phase de transition, c'est trop court pour changer la dénomination. Est-ce Il que faut la garder le Chine, CFA. est-ce que la Chine est une alternative aujourd'hui? Est-ce que, malgré les craintes d'un affrontement et d'une nouvelle guerre froide avec les États-Unis, est-ce que la Chine, pour un pays comme le Sénégal, est une véritable alternative en termes d'investissement? Bon, disons Investissement que étranger. le Sénégal ne va jamais se positionner pour faire le choix, disons, entre la Chine, la France ou les États-Unis. Disons que la vision qui est développée ici, c'est une vision multipolaire, ou en tout cas multipartenariat. C'est d'être ouvert parce que les relations que nous avons avec la France, on ne pourra jamais les avoir avec la Chine. Nous parlons la même langue. On a été formés, beaucoup de nous en France. On a des liens de sang. C'est très proche. Je veux dire, les peuples sont très proches. Donc, cette relation fraternelle
doit demeurer et le Sénégal tient à ce que ça demeure. Maintenant, le Sénégal veut s'ouvrir à d'autres horizons pour des raisons, disons, réalistes. Parce que si on a des chantiers d'infrastructure, si les entreprises françaises ne sont pas disposées pour venir investir des milliards, si les Chinois sont disposés, nous allons travailler avec la Chine. Donc, je pense qu'il faut avancer tout en conservant ces liens fraternels avec la France. Vous êtes moins exposé au terrorisme que le Burkina Faso, le Mali ou même la Côte d'Ivoire, qui voit effectivement se rapprocher les GAT, c'est-à-dire les groupes armés terroristes. Néanmoins, la France contribue à la stabilité du Sahel. Elle vient récemment de liquider le chef d'Al-Qaïda Maghreb islamique. Mais beaucoup de voix s'élèvent pour souhaiter son départ. Qu'est-ce que vous en pensez? Le départ de qui? Des Français. Bon, je pense que l'armée française peut rester, mais disons dans un dispositif rénové, avec un partenariat avec les armées africaines, que ce ne soit pas, disons, une armée qui aurait des stratégies parallèles ou uniques, développées uniquement en France. Je pense qu'on peut, dans le cadre de la coopération, avoir un partenariat stratégique qui permette notamment ce soutien logistique dans le domaine aérien, dans le domaine stratégique et tactique, mais que les opérations de terrain, je pense que progressivement, la CEDEAO doit être en mesure de les prendre en charge parce que n'oubliez pas qu'il y a une architecture de paix et de sécurité, mais il faut qu'il y ait une vraie volonté politique et que des moyens soient mobilisés également. Encore faut-il que les armées africaines se mettent à niveau. Dernière question, un peu difficile peut-être pour vous. Il y a actuellement le procès de l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme qui reprend, Lamine Diack, qui reprend à Paris. Est-ce que ça brouille les relations franco-sénégalaises? Certains évoquent un refus de collaboration de la justice sénégalaise. Bon, vous savez, je ne pense pas que ça puisse détériorer la coopération ou les relations entre le Sénégal et la France, parce que la justice, normalement, est indépendante. À la fois la justice française, indépendante du gouvernement français. Donc, on peut considérer jusqu'à preuve du contraire que la justice française fait son travail. Et donc, le Sénégal, maintenant, va apprécier à partir du déroulement du procès. Donc, je pense que c'est la qualité des audiences et des délibérés qui pourront disons, dire si le Sénégal a des raisons de douter de la neutralité de la justice dans cette affaire. Monsieur Moubarak Loh, je vous remercie de cette interview faite en duplex de Dakar. Et on se retrouve demain avec un autre invité sur TBO et TB Sud. À bientôt.